Mon invitée du jour s'appelle Marie Toucourt. Elle est autrice-compositrice et a créé « Je me fais la belle ». Elle écrit des chansons pour aider ceux qui vont mourir à s'y préparer. Elle, qui avait si peur de la mort, n'aurait jamais imaginé se lancer dans un tel projet. C'est le décès brutal de sa meilleure amie puis de son amoureux d'enfance qui va la conduire à écrire sur le sujet de la mort. Ce sont des médecins qui l'orientent aujourd'hui vers des patients en fin de vie. Des personnes souvent isolées qui n'ont plus grand monde à qui parler. Ensemble, ils mettent des mots sur ce qui n'a jamais été dit. Une demande de pardon, une déclaration d'amour, un souvenir heureux. Et ces confidences deviennent chansons. Le jour de leur enterrement, Marie revient avec ses musiciens pour chanter la chanson de leur vie. Je suis heureuse d'être en sa présence pour qu'elle se raconte à son tour aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. Alors, on va revenir sur, avant de parler de projet Je me fais la belle, sur ton enfance, puisque, comme je l'ai dit, petite, tu étais obnubilée par la mort. Comment tu peux expliquer cette obsession, cette peur que tu avais en toi, en fait ? J'ai toujours pas trouvé la réponse, figure-toi. Mais c'est vrai que depuis vraiment aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu très peur de perdre les gens que j'aimais. Mes parents, ma sœur. Et j'avais cette conscience, en tout cas, que la vie pouvait s'arrêter. Comme ça, du jour au lendemain. Mais je ne sais pas d'où ça me vient. Et du coup, c'est un sujet dont tu parlais, sur lequel tu posais beaucoup de questions. Tout à fait. Je posais tout le temps plein de questions sur plein de choses, de manière générale. J'avais pas ma langue dans ma poche. Et, mais la question de la mort était quand même assez récurrente. En tout cas, je me souviens, par exemple, c'est pas une question, mais je me rappelle d'un petit souvenir petite où on était chez mes grands-parents et à côté de chez mes grands-parents, il y avait pas une ferme, mais enfin en tout cas un endroit où il y avait des petits poussins. Et du coup, j'ai pris un petit poussin dans ma main et je l'ai serré tellement fort que je l'ai tué. Ça paraît fou, hein, mais c'est comme ça. Et du coup, mes parents savaient pas comment me dire, en fait, parce que moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je pense que ça a été mon premier rapport à la mort. Mon premier rapport à la mort. J'ai tué un poussin. Et ils te l'ont pas dit, du coup ? Bah si, je crois qu'ils me l'ont dit quand même. Enfin, en tout cas, je m'en suis rendu compte. Enfin, ça a été, je sais plus exactement, parce que je pense que j'avais 3-4 ans. C'était minus, quoi. J'en ai reparlé avec eux il y a pas longtemps, d'ailleurs. Et est-ce qu'aujourd'hui, ton rapport à la mort est plus apaisé ? Oui, plus apaisé à force de côtoyer la mort et de la voir pour de vrai et de comprendre que c'est vraiment vrai, que ça existe pour de vrai. Je me suis faite à l'idée, en tout cas. Je ne sais pas si je suis plus apaisée, mais en tout cas, j'ai compris que ça existait vraiment. Alors, tu parles du poussin qui a été ton premier rapport à la mort. Quel a été le suivant, enfin, en tout cas, sur une mort humaine ? Oui, alors le suivant, ça a été en seconde. J'étais au lycée et puis j'ai une copine de ma classe qui était déléguée avec moi, qui a eu un accident de voiture la veille du 11 novembre, ou le 11 novembre d'ailleurs. Et on est revenu, il n'y avait pas de téléphone portable à ce moment-là, et on est revenu au lycée le lundi matin, et là on a appris par notre prof qu'elle était décédée dans un accident de voiture. Sur le coup en rentrant de discothèque. Et ça a été horrible parce que quand t'es en seconde, tu sais pas que c'est possible en fait, que ça arrive comme ça si subitement et à cet âge-là. Et à ce moment-là, on s'est pas du tout protégé avec une bande de copines. On a pris le bus et on est parti au funérarium. On voulait la voir. Et donc là, on est parti sans adultes, sans personne avec nous, et sur un coup de tête. Et on est entré dans le funérarium et on l'a vu. On l'a vu et ça a été la première fois vraiment où j'ai vu quelqu'un de mort et puis quelqu'un de mon âge. Donc c'était... j'oublierai jamais ce moment-là, quoi. Et est-ce que tu peux dire que ça a été un traumatisme finalement, que tu n'aurais peut-être pas dû y aller ou je sais pas, c'est difficile de dire si j'aurais dû ou pas dû, mais de toute façon je l'ai fait, donc je pense que ça fait partie en effet de la suite de mon parcours, je pense que ça a joué. Après, je pense que si j'y suis allée, c'est que je ressentais le besoin et je pense que c'est bien que je l'ai fait finalement. Mais c'est vrai que c'est pas un moment très rigolo, quoi.
Et il n'y a aucun adulte qui est venu justement vous accompagner, vous interroger sur votre présence Ben non, je me souviens vraiment pas d'avoir vu des adultes à ce moment-là, mais après c'était il y a longtemps, hein, mais on est parti en bus du lycée et non, je me souviens, il devait y avoir les parents de cette copine qui devaient certainement être là à ce moment-là, mais je me souviens pas. Je me souviens pas du tout, je me souviens juste d'un endroit très froid et très vide. Alors, adolescente, tu as vécu 2 autres drames. Tu as perdu ta meilleure amie et également ton amoureux d'enfance dans des accidents de voiture pour tous les deux, en fait, pour tous les 3 finalement. Ouais. Et comment tu as surmonté ces épreuves en fait, successives en laissant conduire les autres. Comment j'ai surmonté ? Je ne sais pas comment j'ai réussi. Je pense que l'écriture m'a beaucoup aidée parce que déjà à ce moment-là, je commençais à écrire des chansons. Donc moi, je faisais plutôt du théâtre. À ce moment-là, j'étais en bac théâtre. Mais pour surmonter, de toute façon, dès que j'avais quelque chose à exprimer, je l'exprimais par les chansons depuis toute petite, ou un journal intime. Et donc j'écrivais des petites chansons de mon côté dès que j'avais besoin de sortir ce que j'avais sur le cœur. Donc je pense que l'écriture m'a énormément aidée. Et puis la parole, puisque justement le fait de dire ce que je ressentais m'aidait beaucoup. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un quand même qui extériorise ses émotions, ses sentiments, et je n'ai jamais su faire autrement. Ce qui peut des fois mettre les gens dans l'embarras parce que tout le monde n'est pas habitué à ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu pour habitude de communiquer sur ce que je ressentais. Et je pense que c'est ce qui fait que je ne me suis pas enfermée dans quelque chose d'extrêmement triste, ou même si j'étais une petite fille mélancolique quand même, très, très joyeuse d'un côté, et puis quand même avec une mélancolie un peu tout le temps dans les parages quand même. Mais je pense que la communication avec les autres, c'est ce qui m'a toujours permis d'avancer. Alors après, on peut avoir envie de communiquer, mais pas forcément être entendu, justement, dans ces deuils. T'as trouvé que tu avais des oreilles attentives pour t'écouter ? Pas vraiment. Oui, parce que... Ouais, non, pas vraiment, parce qu'en plus, tout le monde est... par exemple, pour cet exemple de mon amie, quand j'étais au lycée, on était toute cette bande de copines à vivre ça en même temps, donc... on en parlait entre nous, mais en même temps c'était compliqué d'avoir des réponses et puis de se consoler mutuellement. Enfin, c'était pas simple. Et puis après, quand j'ai perdu ma meilleure amie, là j'étais en terminale. C'est pareil, j'ai l'impression de pas avoir été. Enfin, je sais pas, c'était il y a longtemps, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'écriture qui me soulageait. C'est vraiment le fait de dire, de le chanter, de le chanter pour les autres, j'ai d'ailleurs écrit une chanson pour elle et une chanson pour mon ancien amoureux. Et voilà, et c'est vrai que ce qui est fou, c'est que c'est 3 accidents de voiture et que c'est 3 personnes parties beaucoup trop jeunes. Ça devrait pas exister. Alors, tu as fait des chansons pour eux qui ont été jouées à leur enterrement, enfin que tu as... Non, que j'ai écrit après, parce que du coup l'enterrement est quand même comme ils sont morts tous subitement. J'ai bien sûr pas pu écrire avant. J'ai écrit quelques mois après. J'ai sorti un disque quelques mois après où chacun avait une chanson. Donc voilà, donc ça c'était peut-être l'année d'après ou quelques mois après, je sais plus exactement. Donc voilà, j'ai eu besoin que ça soit de les offrir aussi à leur famille. Et en tout cas, ces drames-là qui t'ont amené à même si tu étais déjà obnubilée par la mort petite, finalement à aller explorer le sujet de la mort. Oui, en tout cas, c'était trop important pour moi, ça faisait trop partie de moi pour que j'aille pas chercher plus profondément les choses, en fait. Et puis, j'avais perdu des gens importants. Je continuais à rencontrer justement cette fameuse mort sur ma route. Et donc, il fallait que j'en parle. Il fallait que j'en parle. Il fallait que je pouvais pas faire comme si elle n'existait pas, cette fin-là.
Et ensuite, donc, tu as écrit une chanson pour ton grand-père, enfin en hommage à ton grand-père, mais pour consoler ta grand-mère, c'est ça ? Oui, voilà, c'est que quelques jours avant que mon grand-père ne meure, je me suis dit, comme lui ne parlait pas beaucoup justement sur ses émotions et ce qu'il ressentait, etc. Et puis en plus, il était vraiment mal sur la fin. Je me suis dit, je vais essayer de me mettre à sa place et je vais écrire une chanson pour ma grand-mère, mais de sa part à lui. Un peu pour la rassurer, quoi, pour lui dire t'inquiète pas, ça va aller et puis toi tu vas t'en sortir aussi sans moi, quoi. T'avais quel âge ? J'avais 25 ans, je dirais. On l'écoute, cette chanson ? Ok. Un petit bout de cette chanson. Là où je m'en vais, je pourrais pas t'écrire, mon ami Pierrot. Ma chour et ma plume, on n'aurait qu'à dire que je suis à l'étage du haut. Pour le potager, prends un jardinier, je veux pas que t'aies mal au dos. Ferme les volets, et pour les rosiers, prends un escabeau. Je pars prendre l'air et me mettre au vert comme un long week-end. Un peu des vacances au bord du désert, je me fais la belle. Je pars prendre l'air et me mettre au vert comme un long week-end. Un peu des vacances au bord du désert, je me fais la belle. Et donc, ta grand-mère, elle a réagi comment quand... comment elle savait que tu lui préparais ça Non, elle savait pas. Elle a réagi plutôt bien. Et puis elle m'a vu la chanter en concert. Et ça, c'était émouvant de quelques temps plus tard, quand j'ai chanté. Je me rappelle au Granit, qui est une scène nationale dans l'est de la France à Belfort. Et je me rappelle de l'avoir chanté devant elle, quoi. Et ça, c'était quand même très très émouvant de la chanter devant elle et devant ma famille. Et ton grand-père a eu le temps de l'entendre ? Non. 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 Okay. Non, je pense que c'est là que tout a commencé aussi, le cheminement de Je me fais la belle, justement. On l'entend, Je me fais la belle, du coup, le mot, le nom de ton projet naît à ce moment-là ? Ouais, exactement. Enfin, il n'est pas né à ce moment-là, je pense qu'il est né peut-être de manière inconsciente à ce moment-là. Mais quand j'ai décidé de monter ce projet, je savais que ça s'appellerait Je me fais la belle. Tout de suite, je me suis dit, mais c'est comme ça que ça doit s'appeler. Et alors, comment il naît ce projet, du coup, de là, tu écris jusqu'à présent pour des personnes proches, en tout cas en leur hommage, ou alors pour soulager ceux qui vont rester et à qui ces proches vont manquer. À quel moment tu te décides à créer Je me fais la belle et à venir écrire pour finalement des personnes que tu ne connaîtrais pas, mais qui étaient en fin de vie ? Je pense que ça faisait un bout de temps que l'idée trottait dans ma tête. J'ai... Entre-temps, pendant toutes ces années, j'ai commencé à travailler avec une association à Paris qui s'appelle Tournesol Artistes à l'hôpital. Et avec eux, j'ai fait beaucoup de concerts, de concerts au chevet, des ateliers, donc j'ai dans plein de services d'hôpitaux différents. Et je voyais à quel point les chansons faisaient du bien aux gens et à quel point, quand tu chantes et que tu as juste une personne en face de toi, ça change complètement de concert lambda où tu es sur une scène avec les gens en bas et où le rapport est très différent. Là, je chantais pour une personne et sa famille, des fois 2, 3 personnes, des fois juste le patient. Et mes chansons résonnaient complètement autrement. Il y a des chansons que je comprenais à ce moment-là en me disant bah ouais, c'est ça que tu as voulu dire en fait. Enfin, il y avait vraiment des choses très étranges qui se passaient. Et je pense que c'est là que je me suis dit mais en fait, il faut écrire des chansons pour tout le monde. Tout le monde a droit à avoir sa chanson. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture de chansons en psychiatrie, en prison, avec des personnes qui sont dans la rue. Donc, j'aimais beaucoup tous les publics qui étaient un peu sur le fil, un peu borderline. Et parce que je pense qu'on l'est tous à un moment donné et qu'on peut tous passer d'un côté ou de l'autre. Et donc, ces gens-là, moi, me captivait et me passionnait parce que je trouve que c'était ça la vraie vie, c'était ces gens-là. Et donc je pense qu'au fur et à mesure de toutes ces années, je créais ce projet dans ma tête et sans oser vraiment le faire parce que les gens qui étaient vraiment sur la fin de leur vie, ça me faisait quand même très peur. Donc
Je n'osais pas quand même. Et puis un jour, j'étais en train d'allaiter mon petit garçon. Et je vois un appel à projet de la Fondation de France passer devant mon ordinateur. Et je me dis, c'est maintenant, Marie, il faut que tu le montes, en fait, ce projet. L'appel à projet s'appelait « Vivre sa vie jusqu'au bout », quelque chose dans le style. Et je me suis dit, c'est maintenant, il faut que tu le montes, mais il ne faut pas que tu le montes toute seule. Il faut vraiment que... C'est trop important, c'est trop quelque chose de fragile pour que tu fasses n'importe quoi. Donc, il faut que tu le crées avec des médecins qui eux, ont l'habitude de travailler avec... d'accompagner des patients. Et il faut que tu ailles voir des médecins pour leur poser des questions et savoir comment ils font, eux, pour aborder le sujet de la mort. Et dès le lendemain, je suis allée voir les médecins d'une maison de santé à Paris, qui s'appelle la maison de santé Pyrénées-Belleville, et avec des médecins qui sont vraiment très ouverts et tu connaissais, super chouettes, que je connaissais. C'était mes médecins généralistes, en fait. C'est un collectif de médecins. Et puis, je leur ai dit, mais comment vous faites, vous, pour parler de la mort facilement avec vos patients ? Comment vous faites Comment vous faites, quoi ? C'était vraiment une question qui m'intéressait. Et ils m'ont répondu très sincèrement, écoute, on le fait pas tout le temps très bien, parce que nous aussi, on a nos propres peurs, on a nos propres carapaces, et du coup, on est là aussi pour soigner les gens. Et du coup, quand on arrive à un moment donné, on peut plus les soigner, et qu'il faut... leur dire, en fait, dire aux patients, là, les traitements ne marchent plus, et c'est pas évident. Et donc, j'ai compris que, aussi, pour eux, c'était quelque chose de pas simple. Et d'ailleurs, donc je leur ai parlé du projet, que je leur ai dit, voilà, moi, je suis chanteuse, je crois qu'on pourrait essayer de faire quelque chose ensemble. Et c'est là que j'ai compris aussi que ce projet, il allait faire du bien. En tout cas, on avait envie de faire du bien aux patients qui participeraient, mais aussi aux médecins, pour aussi les libérer la parole aussi des médecins, parce que c'est pas si simple que ça. Et donc voilà, donc en fait, ils ont été très ouverts. Ils m'ont dit, ils en ont parlé ensuite, bien sûr, tous ensemble, et puis ils m'ont dit, ok, on essaie. Donc on a répondu à cet appel à projet et on a été retenus. Et donc on a commencé avec 5 patients. 5 patients de ce pôle de santé. Et voilà, et ça, c'était assez temps. Et comment, alors, il y a plusieurs questions qui me viennent, c'est comment sont sélectionnés, en fait, les patients vers qui ils vont t'envoyer, oui, à qui ils vont proposer le projet? Alors, ils proposent donc c'est vraiment les médecins qui choisissent. Il y a plein de critères différents. Il y a bien sûr le critère d'isolement, puisqu'ils vont plus particulièrement proposer le projet à des gens isolés, qui ne sont pas hyper accompagnés par une grande famille et qui n'ont pas des visites tous les jours. Voilà. Après, c'est aussi en fonction de la difficulté pour eux dans la discussion avec la personne. Ça peut être aussi si la personne est très angoissée par la mort et que du coup, soit elle en parle trop, soit elle en parle pas assez. Donc voilà, il y a plein de critères. De critères différents, et je pense que ça dépend, ça évolue aussi au fur et à mesure des années, ça dépend aussi des médecins, de leur sensibilité, parce que maintenant, du coup, il y a beaucoup de médecins qui travaillent avec nous, et donc chaque médecin propose à un patient chacun à son tour, quoi. Mais donc, c'est pour ça que tu dis que, en fait, ça vient aussi aider le médecin. C'est-à-dire quand tu deviens presque le médiateur. C'est-à-dire que si la situation est embarrassante, lourde pour lui, dans le sens où soit il aimerait potentiellement parler de la fin de vie avec son patient, mais il ne se sent pas autorisé parce que ça viendrait trop le brusquer. Et de la même façon, quelqu'un qui en parle trop et lui, il ne trouve plus de réponse, c'est là que tu viens les aider. En tout cas, oui, ça peut être une aide complémentaire, en effet. Alors après, je ne suis pas une fée, c'est pas moi qui... Je n'ai pas de baguette magique. Mais en tout cas, oui, il y a un partenariat vraiment qui se crée entre... le médecin, le patient et moi, et nous, quoi, et un espèce de triangle qui se crée. Et c'est vrai que ce qui est très important, c'est que je vois aussi le fait que ce soit le médecin qui propose le projet à son patient. Le patient, en général, a confiance en son médecin aussi. Et
Et du coup, ça aide aussi beaucoup à ce qu'ils m'acceptent pour une première rencontre. Et ça, quand je te dis ça, c'est quand je suis avec les médecins généralistes. Et puis sinon, à côté de ça, des fois, j'interviens aussi en USP, en service de soins palliatifs. Et là, c'est encore différent. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, là, c'est spécifiquement quand je travaille au domicile, quand je vais au domicile des gens pour les rendez-vous. Et là, je vais les voir 1 à 2 fois par mois jusqu'à la fin. Donc, il y a des gens que je vais voir très peu de temps parce qu'il y a une urgence plus rapide, où les médecins vont me dire, voilà, cette personne-là a en gros tant de temps devant elle. Et puis, il y a des gens qui ont une maladie qui ne se guérit plus, mais qui ont quand même un peu plus de temps devant eux. Et là, je fais en fonction de ça. Mais dans tous les cas, je les vois jusqu'à ce qu'ils meurent. Et je chante la chanson à l'enterrement. Et comment ils te présentent alors ? Comment ils présentent le projet « Je me fais la belle » ? Et comment ils présentent ? Alors, des fois, je suis là, des fois, je suis pas là. Ils disent que je suis chanteuse et que je vais les aider à raconter par le biais d'une chanson ce qu'ils ont envie de laisser d'eux. Donc, quelle de trace. laisser d'eux. Donc, voilà. Ils parlent quand même de la mort. Oui, ils parlent quand même de la mort. Oui. En tout cas, c'est un projet de transmission. Donc, après, ça veut pas dire qu'on va mourir dans la foulée. Hein. Mais je pense que c'est rassurant de savoir qu'on laisse quelque chose de soi qui ne va pas mourir, contrairement à nous. Et alors, comment ça se passe ? Donc, une fois qu'il y a une première rencontre, là, tu leur expliques plus en détail comment tu vas travailler avec eux, en fait. Oui, il y a toujours une première rencontre avec le médecin. Donc D'accord, je vais, c'est tous les 3. Oui, tous les 3. Et déjà, le médecin, en général, en parle au patient. Si le patient est OK, on fait une première rencontre tous les 3. Et puis après, je vais toute seule chez les gens en général. Et puis de temps en temps, ça peut arriver qu'on appelle le médecin pour lui dire là, on en est là dans la chanson. Est-ce que des fois, les patients, ils ont envie de montrer au médecin où on en est, même si la chanson n'est pas encore terminée, pour avoir un public, en fait. Parce que c'est important d'avoir un public quand on écrit. Et donc les médecins, et puis moi je suis tout le temps en rapport avec eux. Je leur dis, je suis passée voir telle personne, ça allait pas très fort aujourd'hui, ou alors j'ai trouvé bien. Donc il y a aussi un espèce de rôle qu'on n'avait pas du tout pensé au départ, d'un peu de veille sanitaire, quoi. Et en effet un peu de médiation quelque part. Et ça je l'avais pas du tout imaginé, envisagé. Ouais. Et est-ce qu'ils t'accueillent toujours bien, ces patients ? Pas tout le temps, hein. Pas tout le temps. Ça dépend des fois. Souvent, en plus, ils se disent moi, j'ai rien à raconter. Ma vie est lambda. Comment tu vas faire pour faire une chanson sur moi ? J'ai rien à dire d'intéressant. Je pense à Marie-Thérèse, par exemple, qui est la première patiente du projet, une des premières patientes qui, du coup, au départ, m'avait dit non. C'est surtout son mari qui était là. Et ils étaient là tous les deux dans la cuisine. Et puis son mari arrive et il me dit non, on n'est pas d'accord, ça va la faire pleurer. On n'est pas d'accord. Et donc, j'étais avec Martine, la photographe avec qui je travaillais au début du projet. Et on allait repartir. Et puis Marie-Thérèse nous a rappelé en disant si, en fait, je veux le faire, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, je pense, au départ, une espèce de petite défense, parce qu'on se dit, déjà, c'est pas évident d'aborder le sujet, et puis, ils me connaissent pas, donc moi, je me pointe chez eux comme ça, en leur demandant de me raconter des choses très intimes, très personnelles, très profondes. Et c'est ça que je trouve passionnant aussi dans ces entrevues, dans ces rendez-vous avec les gens, c'est que grâce à ce sujet, on est tout de suite dans du vrai, dans la relation. Et moi, c'est ce qui me plaît. Je déteste les relations où on tourne autour du pot avant de se dire des vraies choses. Je trouve que la vie, elle est trop courte pour être dans le superficiel. Et je pense que j'ai trouvé par ce moyen-là un moyen de rentrer en connexion directe avec les gens que je rencontre. Alors, parle-nous de Marie-Thérèse. Oui, alors Marie-Thérèse, donc c'est une des premières personnes qui nous a été présentée par les médecins. Et elle avait un bon petit caractère, bien trempé. Et donc, elle habitait avec Édouard et son mari. Ils n'avaient pas d'enfants.
Et ils étaient vraiment un couple fusionnel depuis des années. Et Marie-Thérèse, elle faisait partie de la génération où on parle pas de ses sentiments, où on dit pas quand ça va pas. Elle se plaignait beaucoup, hein, mais comme on peut se plaindre comme ça de la pluie et du beau temps. Mais par contre, quand il s'agissait d'aller chercher des choses plus profondes, par exemple, le fait, est-ce qu'elle était en souffrance ou pas de ne pas avoir eu d'enfant ? Est-ce que c'était une volonté ? Est-ce que c'était... toutes ces questions-là qu'on a bien entendu aborder avec le temps. Et à chaque fois qu'on abordait des sujets comme ça, d'ailleurs, Édouard partait dans la cuisine parce qu'il avait trop peur que ce soit compliqué. Alors oui, Marie-Thérèse, elle a pleuré à des moments, mais c'était pas grave. Je voyais que, en tout cas, elle était contente qu'elle avait le droit d'en parler, quoi. Elle avait le droit, et c'est vrai que souvent, ces gens-là, c'est pas une génération psy. Ils n'ont pas de psy. Le médecin, même si les médecins avec qui les suivent viennent beaucoup à domicile, ce qui est quand même génial et rare à Paris. Ils viennent à domicile, mais ils n'ont pas le temps, les médecins, de rester, même s'ils prennent déjà, je trouve, beaucoup le temps. Ils n'ont pas le temps de rester 1 heure et d'écouter la personne. Et c'est des gens qui sont très isolés. Donc, je pense qu'elle était vraiment heureuse de pouvoir parler. Et voilà, et petit à petit, au fur et à mesure, on a abordé sa jeunesse, sa maison d'enfance, son village qui s'appelait Chantemanche. Et on a écrit une chanson qui parle des saisons à Chantemanche. Et à chaque fois, j'ai fait un rapprochement entre les saisons et puis le fil de la vie. Et du début jusqu'à la fin. Et on a emmené, avec le médecin qui suivait Marie-Thérèse, on est carrément parti à Chantemanche, dans son village natal, pour chanter la chanson dans la maison où elle habitait quand elle était petite, dans son jardin. Et qui avait été revendue ? Oui, qui avait été revendue. En fait, j'avais appelé la maire de la ville et je lui avais dit... j'avais expliqué en gros le projet. Et je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait organiser quelque chose, une journée un peu exceptionnelle pour Marie-Thérèse ? Et la mère a été géniale, c'est la mère de Sassy-sur-Marne. Et elle m'a dit, mais c'est génial ce projet, on va organiser un truc. Donc en fait, on est arrivé le matin, on allait dans l'école où elle était quand elle était petite, on a chanté devant la mairie, on allait manger dans le resto où elle s'était mariée avec Édouard, et on est allé au cimetière ensuite l'après-midi. Et puis on a terminé la journée à Chantemanche, qui est un tout petit village collé à Sassy, avec un petit hameau. Et là, on a chanté. Donc, on avait appelé les propriétaires de la maison. Et ils nous ont dit, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez venir dans le jardin chanter la chanson. Donc, on a chanté la chanson dans le jardin. Et ça, c'est un souvenir, mais qui restera gravé, je pense, pour toujours dans nos souvenirs, dans les souvenirs du médecin. Et puis, pour Marie-Thérèse, ça a été hyper important. Édouard était là ? Non, il n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu venir ? Non. Trop d'émotions ? Trop d'émotions. On écoute cette chanson. Regardez dans le miroir de l'eau les rivières qui sont dessinées sur ma peau. Chantemanche, Chantemanche, je reviendrai un dimanche chanter l'air de mon enfance à Chantemanche. Chantemanche, Chantemanche, sais-tu comme tu me manques? Et la maison verte et blanche de Chantemanche, Chantemanche. En été, je reviendrai me reposer. Et alors, cette histoire avec Marie-Thérèse, combien de temps elle a duré ? Elle a duré de 2019 à 2025, puisque Marie-Thérèse, malgré... elle avait plein de cancers, et plein de cancers différents, et à chaque fois, elle repartait au combat, et elle faisait ses chimios, ses radiothérapies, et, comme une vraie guerrière, et elle réussissait à chaque fois à avancer malgré tout, et jusqu'au mois de juin dernier où voilà, ça s'est terminé. Donc on l'a accompagnée avec le projet. En plus, comme elle avait vraiment pas de famille, qu'Édouard était mort, parce qu'Édouard est mort entre-temps. Hein. Et alors que tu venais pour Marie-Thérèse ou pour Édouard ? Je venais pour Marie-Thérèse au départ, ouais. Oui. Et donc Édouard est mort, et je suis restée quand même très 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 proche de Marie-Thérèse. C'était la première patiente, et je pense que c'est elle aussi qui m'a appris à
à ne plus faire ce qu'il fallait pas faire avec les gens, parce que du coup, je pense que je me suis un peu trop investie avec elle. Mais c'est normal, je commençais, je savais pas encore où placer la frontière pour ne pas se laisser trop embarquer dans la vie des gens. Et je dis ça, je suis pas non plus allée si loin que ça, mais quand même, j'ai donné beaucoup de temps à Marie-Thérèse en plus des ateliers. Et puis c'est vrai que elle a vécu le Covid avec nous aussi. Et du coup, parfois, elle ne pouvait pas aller à rendez-vous pour ses chimios pendant le Covid parce qu'il n'y avait pas de bus ou parce que c'était trop compliqué. Donc, je me suis retrouvée des fois à l'emmener. À faire des choses qui dépassaient un petit peu. Ta mission première. Voilà, mais après, je ne l'ai pas fait pour les autres. Mais je pense qu'il fallait aussi que je sache jusqu'où je devais... où est-ce que je devais la mettre, cette fameuse frontière. Et je pense qu'aujourd'hui, au bout de 7 ans, j'ai compris. Mais il fallait bien apprendre. Mmh. Et donc aujourd'hui, tu te limites à finalement la création de la chanson, ou tu maintiens quand même un lien, où tu les visites, parce que c'est compliqué d'arrêter une histoire. Oui, c'est quand compliqué. Il y a autant de... Finalement, il se livre beaucoup, vous avez une relation de confiance qui s'instaure. Forcément, il doit y avoir de l'attachement. Comment on met cette limite, justement ? Mais en fait, moi qui ai un gros problème avec l'abandon depuis petite, là, je pense que j'ai réussi à trouver la solution. C'est qu'en fait, je les suis jusqu'à la fin. Donc, de toute façon, je les suis jusqu'à leur mort. Je les vois jusqu'à leur mort. Donc, de toute façon, je n'ai pas cette impression de les abandonner. Mais c'est vrai qu'une fois que la chanson... après, Marie-Thérèse, c'était particulier. C'est la seule qui a vécu aussi longtemps dans le projet. Donc, elle, en fait, on a écrit plusieurs chansons avec elle. Et puis, je l'ai aussi emmenée à l'école parce que parallèlement aux ateliers que je fais avec les patients du projet, je vais aussi à l'école 2 fois par mois dans des classes d'école maternelle, de grande section, où on aborde le sujet de la mort et surtout du temps qui passe, du fil de la vie, du début jusqu'à la fin. Et puis, quand c'est possible, j'emmène des patients du projet. Et Marie-Thérèse, comme elle était quand même, malgré tout ça, elle était capable de marcher, elle était quand même assez mobile, et bien je l'emmenais souvent avec moi à l'école. Donc les enfants de l'école, cette année-là, c'était une école qui était à Place des Fêtes à Paris, ont rencontré Marie-Thérèse et ils ont même rencontré Édouard. Oui, parce qu'Édouard, au fur et à mesure des années, s'est quand même rendu compte que le projet faisait pas de mal à Marie-Thérèse, mais plutôt du bien. Donc, il a commencé à accepter. Et à même être demandeur, lui aussi, quand on arrivait. Et en plus, il aimait bien parce que Marie-Thérèse faisait toujours un petit gâteau pour quand je venais. Donc, comme il était très gourmand, il était très content. Et puis donc, la dernière sortie qu'a fait Édouard, parce qu'il est mort subitement, c'était à l'école avec nous. Ils étaient venus tous les deux à l'école. Et Édouard est mort 15 jours après. Mais qu'est-ce que vous... Parce que donc, tu organises effectivement des ateliers pour briser le silence autour de la mort à l'école. Petite, on t'appelait Marie les pieds dans le plat, et tu les mets justement avec les enfants pour montrer que la curiosité n'est pas un vilain défaut. En tout cas, concernant la mort, c'est important de laisser les enfants s'exprimer. Et qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers, et qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, Marie-Thérèse et Édouard viennent ? Qu'est-ce qui se raconte, en fait ? Alors ça dépend, soit si je viens avec une personne, là du coup il y a plein de questions qui viennent de manière très innée de la part des enfants. En général, on a travaillé aussi les séances avec l'enseignante avant. Les enfants, ils savaient que j'allais venir avec une personne, donc ils avaient travaillé des questions, et puis sur son époque, sur la vieillesse, ils lui ont posé plein de questions sur comment c'était quand elle était petite, et puis est-ce qu'elle a des enfants, et pourquoi elle en a pas, et est-ce que c'est dur d'être vieille, est-ce que voilà, des questions que nous on n'ose pas spécifiquement poser, et surtout quand Édouard est mort, c'est ça qui a été vraiment formidable pour Marie-Thérèse, c'est que quand donc j'ai prévenu l'enseignante et les enfants que Édouard était mort, et je suis revenue avec Marie-Thérèse quelques temps plus tard à l'école, et là ils ont été hyper ils ont été géniaux. De toute façon, les enfants sont géniaux parce qu'ils se posent beaucoup moins de questions que nous, ils sont beaucoup plus nature que nous.
Et donc, ils ont dit à Marie-Thérèse, mais Marie-Thérèse, comment tu fais ? Est-ce que tu dors avec l'oreiller d'Édouard ? Est-ce que tu dors de son côté ? Est-ce que tu as lavé son pyjama ? Est-ce que tu n'as pas peur de plus avoir son odeur ? Est-ce que le matin, tu continues à lui servir son café au lait ? Comment tu fais pour pas pleurer tous les jours ? Enfin, voilà, il lui posait des questions que nous, adultes, on adorerait poser aux gens. En tout cas, que moi, j'adorerais poser aux gens. Et pour moi, c'est une grande leçon, les enfants. C'est vraiment... on a plein de choses à apprendre d'eux. Et Marie-Thérèse était assise sur une chaise au milieu de la classe et je la voyais qui pleurait. Et à ce moment-là, je me disais, oh là là, est-ce que j'ai bien fait de l'emmener ? Et puis, elle leur dit, merci. Merci de me poser ces questions-là. En fait, vous avez totalement raison. Tout ce que vous me dites, là, tout ce que vous me demandez, c'est exactement ce que je vis. Non, je n'ai pas mis son pyjama dans la machine. Non, oui, j'ai peur de perdre son odeur et oui, je dors sur son oreiller et j'ai mis des photos partout dans l'appartement et le matin, je lui parle et vous avez raison sur tout. Merci de me poser ces questions-là qui sont tellement vraies. Et c'est aussi à ce moment-là que moi, je me suis dit, voilà pourquoi j'ai monté ce projet. Pour qu'on puisse être dans la vérité ensemble et en fait qu'on ait 5 ans, 40 ans ou 80, on peut s'apporter des choses mutuellement sur ce sujet-là et sur plein d'autres sujets bien sûr, mais particulièrement sur ce sujet-là qui nous fait peur tout au long de notre vie et qui est essentiel pour beaucoup de gens. Et vous allez écrire avec les enfants une chanson pour consoler Marie-Thérèse. Exactement. Donc après, Marie-Thérèse repart. Et puis la fois d'après, je reviens à l'école. Et les enfants me disent mais il faut qu'on écrive une chanson pour Marie-Thérèse. Bien entendu, c'était obligatoire. Et donc, on a écrit une chanson pour elle qu'elle adorait et qu'on a passée à son enterrement. Et qui s'appelle Marie-Thérèse. T'es Marie-Thérèse. Il y a partout des photos d'Édouard qui lui manquent beaucoup. Elle lui parle dans son sommeil et le matin quand elle se réveille, quand elle prend son petit déjeuner et qu'elle met du beurre sur son pain grillé. Marie-Thérèse, si tu as les yeux mouillés, Marie-Thérèse, viens nous voir à la récré. Trop chou. Et elle l'a entendu, elle est venue l'écouter à l'école, oui, ils l'ont chanté à l'école. Oui, ça c'était aussi très, très chouette ce moment-là où la première fois qu'on l'a chanté, c'était pour Marie-Thérèse. Et donc on l'a installée à nouveau sur cette chaise au milieu des enfants et puis on lui a chanté la chanson. Et elle était très, très, très émue. Très émue à chaque fois qu'on la chantait, parce qu'on fait très souvent des concerts du projet où on mélange les chansons écrites avec les adultes et les chansons écrites avec les enfants. Et elle venait souvent, Marie-Thérèse. Et je me rappelle d'un concert dehors devant l'école, sur la place à Jourdain, à Paris. Et Marie-Thérèse assise en face de nous. Et c'était vraiment chouette de pouvoir... C'est des petites preuves d'amour, en fait, tout ça. Et c'est vraiment des moyens... Ouais, c'est un moyen de consolation. Les chansons, c'est vraiment un moyen de consolation extrêmement doux. Il y a déjà, sur l'école, sur faire venir la mort à l'école, on sait que c'est compliqué, ça fait très peur aux enseignants. Et puis on a peur aussi de la réaction des parents, qui pourraient dire « Non, je ne veux absolument pas qu'on parle de la mort à mon enfant », qui pourrait bloquer ce type de projet. C'est des freins que tu as rencontrés Oui et non. En fait, le projet, on le présente surtout comme une manière d'aborder le temps qui passe. Et bien entendu, dans le temps qui passe, il y a la vie. C'est surtout ça qu'on aborde. Mais la vie, elle s'arrête. Donc forcément, à un moment donné, pour tout le monde. Donc ça, on l'aborde aussi. Et puis la mort, elle est dans tous les programmes. Elle est de la maternelle
jusqu'à bien plus tard, et elle est dans les programmes. On apprend les saisons qui passent, on apprend, souvent on a des élevages d'insectes ou d'animaux à l'école. Donc en fait, la mort est là, sauf que du coup, on ne sait pas trop comment l'aborder de manière plus directe. Après, on fait très attention quand même à ce qu'on fait. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a un projet pédagogique qui a été écrit. On aborde les choses, parce qu'il y a aussi toute la question des religions. Donc on essaie, et Je me fais la belle, c'est vraiment un projet laïque, et l'école est laïque. Donc voilà, on fait très attention à tout ça, mais on laisse quand même les enfants s'exprimer totalement librement. Mais c'est vraiment... Tu me demandais tout à l'heure comment ça se passait. C'est vraiment les enfants qui décident de comment ça va se passer. Moi, je prépare en gros à chaque fois quelque chose, bien entendu, l'enseignante aussi. Mais souvent, ça se passe pas du tout comme on a prévu. Parce qu'on est surtout à l'écoute des enfants et on répond aux questions qui viennent d'eux. C'est pas nous qui leur apportons des questions. C'est vraiment eux qui... Et puis, ils en ont tellement que... Ça manque jamais. Et puis on part aussi de beaucoup de livres jeunesse, parce qu'il y a énormément de bouquins géniaux en littérature jeunesse, et souvent on écrit des chansons sur les livres. Ah, d'accord. On est en train de créer un spectacle là-dessus, justement, lecture et chansons sur la mort. Ah, génial ça, super projet. Parce que le nombre de fois où on me demande des livres pour parler de la mort aux enfants... Ah ben il y en a plein des géniaux. Et là, tu vois, je pense à un bouquin en particulier qui s'appelle Est-ce qu'il dort d'Olivier Talek. Comment tu dis ? Est-ce qu'il dort d'Olivier Talek. Ah, Est-ce qu'il dort ? Ouais, Est-ce qu'il dort. Et il est très très beau. En même temps très poétique et en même temps très vrai, quoi. Très vrai. Et ça dit vraiment, ça parle de la mort, vraiment, mais à travers deux animaux. Et c'est très 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 beau. Très beau bouquin. Merci pour la reco, je ne connaissais pas. On va revenir à tes accompagnements avec Je me fais la belle. Est-ce que dans les accompagnements que tu fais, il y a des personnes qui te demandent de dire des choses qu'ils n'ont jamais dit de leur vivant à travers les chansons ? Alors, ils ne me le demandent pas comme ça de manière directe, mais je le sens, en fait, je vois. Et c'est vrai que, de toute façon, en général, on essaie d'aborder quelque chose de vrai et de quand même d'assez profond. Et la chanson, moi, l'écriture, elle sort pas si je sens que la personne, elle est pas au bon endroit. Je sais pas comment l'expliquer, parce que ça, c'est un peu... c'est du ressenti. Mais des fois, je commence la chanson sur un axe, et puis en fait, je vois que c'est pas ça sort pas, parce que c'est pas le vrai truc. Et dans ces cas-là, il y a des gens qui vont tout de suite être dans le sujet parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent dire, pour qui, etc., ils ont un but bien précis. Et puis d'autres, pour ceux qui n'ont pas l'habitude justement de se raconter et qui ont eu toute leur vie l'habitude de faire l'inverse, là oui, je sens qu'en fait il y a des choses qui n'ont jamais été dites et qui sont très importantes. Et dans ces cas-là, au fur et à mesure, je pense qu'au fur et à mesure que se crée aussi la relation de confiance entre eux et moi, ça sort. Et oui, c'est arrivé plusieurs fois aussi que la famille découvre une partie de leur père ou de leur mère insoupçonnée parce qu'ils en avaient jamais parlé. Et il y a eu aussi des je t'aime jamais dit. C'est vrai que pas forcément dit de cette manière-là, avec ces mots-là, mais en tout cas des chansons d'amour pour les enfants ou pour les frères et sœurs ou pour les parents. Parce qu'en fait, c'est pas facile de se dire je t'aime quand même en famille. C'est pas quelque chose de très simple. Et c'est vrai qu'une chanson, en général, aide beaucoup à se déclarer. Alors, tu disais justement que tu intervenais aussi en soins palliatifs, donc j'imagine que c'était parfois des personnes plus jeunes aussi, que peut-être ce que tu fais avec, dans le 19e, avec les médecins. Oui, ça m'arrive d'intervenir en service de soins palliatifs. Je vais dans l'Est de la France de temps en temps dans un service, dans un hôpital qui s'appelle Trévenant, l'hôpital Nord Franche-Comté, très exactement, à Trévenant. Et là, il m'est arrivé d'écrire des chansons avec des gens qui avaient quasiment mon âge.
Et c'est vrai que c'est pas évident Après, c'est pas évident dans tous les cas de rencontrer des gens qui sont sur la fin de leur vie. Mais c'est vrai que quand c'est des personnes jeunes, c'est encore autre chose, quoi. C'est une autre relation parce que forcément, on est sur des connexions d'âge, de préoccupations et comme dans la vraie vie, il y a des gens avec qui il y a des connexions qui se font. Et ça m'arrive de me dire ah là, mais cette personne, mais j'aurais tellement aimé la rencontrer autrement que là. J'aurais tellement aimé aller boire un thé avec elle et que ce soit ma copine. Et de la même façon, c'est l'équipe qui fait appel à toi, qui estime que oui, c'est ton pareil. Intervention va faire du bien Oui, alors j'arrive en général le lundi dans le service et je repars le vendredi. Et puis le lundi matin, j'ai une réunion avec les médecins qui me disent ben voilà, on a identifié 3 à 4 personnes ou 3 à 5 personnes. Et voilà, on pense que ce serait bien pour elles. Alors des fois, ils leur en parlent avant et des fois non. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on est vraiment sur les derniers jours, des fois, c'est bien aussi d'être dans le spontané. Donc parfois j'arrive dans la chambre avec le médecin, enfin le médecin rentre avant moi et dit ben voilà, il y a une chanteuse dans le service cette semaine, on a pensé que ça pourrait être peut-être ça pourrait vous intéresser, et ça m'arrive que les gens disent non au départ et puis finalement finissent par dire oui une fois qu'ils te rencontrent. Ouais, oui, souvent il y a ils se rendent compte que, enfin, on discute au départ, quoi. Je leur dis, on se met pas tout de suite avec le cahier, le crayon pour commencer à écrire. Il y a tout un processus en accéléré, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même de rencontres et de. Qu'est-ce que tu leur dis justement pour entrer en connexion avec eux et leur expliquer le projet? C'est jamais pareil. Hein. J'invente au fur et à mesure, suivant les gens, suivant leur âge, suivant leur manière d'être. Il y a des gens où je vais passer par l'humour, parce que je vois qu'ils sont sur ce plan-là eux aussi. Il y a des gens... ça dépend vraiment. En tout cas, je suis tout de suite... Ils savent de toute façon, c'est des gens qui sont en soins palliatifs, donc ils savent de toute façon qu'ils vont mourir. Donc c'est presque plus simple que les gens qui sont dans une fin de vie plus longue et qui ont encore du temps devant eux et qui n'ont pas forcément envie tout de suite d'aborder le sujet. Là, ils savent très bien qu'ils vont mourir et ils savent que tous les gens qui viennent les voir dans les propositions du service, que ce soit je sais pas, un musicothérapeute, une biographe, viennent pour les aider à partir en douceur, en fait. Donc là, ils se disent, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette chanteuse? Elle vient forcément aborder le sujet aussi. Donc je leur dis, oui, l'idée première, c'est de vous délester peut-être de quelque chose que vous auriez envie de laisser de vous avant de mourir, et voilà. Et je leur dis aussi que cette chanson, elle sera offerte à leur entourage, à leur famille, souvent le vendredi, parce qu'on chante la chanson pour la famille, pour les médecins le vendredi, mais qu'après on va l'enregistrer sur un site, en studio, et qu'on va la mettre sur un site internet, et que là tous les gens pourront l'écouter. Et c'est vrai que souvent, ils sont très contents de cette... bien entendu, c'est avec leur accord. Hein. Oui. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu de gens qui n'étaient pas d'accord. Et parce que tout le monde est quand même d'accord avec le fait que les chansons font du bien, et que quand on a tous eu à un moment donné une chanson qui nous apaise à un moment donné de notre vie, qu'on va écouter à la radio et on va se dire, oh là là, mais cette chanson, ça parle tellement de ma vie et ça va nous faire pleurer, rire ou réfléchir. Et donc, ils ont cette conscience-là et ils se disent, mais ouais, cette chanson, la chanson qu'on va écrire, elle pourra aussi correspondre à la vie d'autres gens. Et c'est ça qui est aussi passionnant, c'est qu'il y a cette transmission aussi collective. Et ça leur plaît aussi beaucoup de se dire que, ok, ils vont mourir, puisque de toute façon, ils l'ont bien compris, mais la chanson va rester après eux. Et ça, c'est quand même chouette d'avoir quelque chose qui reste de nous, un petit morceau de nous quelque part.
Tu as écrit justement la chanson d'un homme qui s'appelait Damien. Est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, alors Damien, je l'ai rencontré l'année dernière. Donc là, c'était à Paris. C'est les médecins d'un dispositif qui s'appelle Humanest, qui suit les gens à domicile. Donc là, c'est des gens qui sont en fin de vie à domicile. Et donc, ce monsieur tout jeune, 45 ans, avait la maladie de Charcot. Et voilà, il a accepté que je le rencontre. Donc les médecins lui en ont parlé. Et je suis allée chez lui et je me suis assez vite rendu compte que donc ce monsieur pouvait parler encore. Il avait une VNI, mais il pouvait, il avait encore l'usage de la parole. Mais voilà, il avait 2 enfants, une petite fille de 8 ans et un garçon de 16 ans. Et c'était compliqué, la communication, parce que c'est difficile de savoir qu'on va mourir de cette maladie atroce et puis de laisser nos petits bouts de chou et qui, eux, vont continuer. Et qu'est-ce qu'ils vont garder de lui ? Enfin, voilà, tout ça, c'était très compliqué pour lui. Et puis, c'était voilà, quelqu'un de super, qui toute sa vie avait été géré beaucoup de choses, très... et là, il pouvait pas contrôler ce qui se passait, quoi. Et du coup, il s'interdisait un petit peu le côté émotionnel de tout ça pour pas craquer et pour pas faire craquer sa famille. Surtout, il avait très envie de garder que ça pète pas de partout, quoi. Et donc, il s'interdisait un peu de rentrer dans les sentiments, ce que je peux comprendre, quoi. Mais en même temps, ils avaient besoin de rentrer quand même là-dedans pour pouvoir se dire au revoir, et en tout cas pour pouvoir se dire des choses importantes pour qu'ils puissent mourir, puisque lui, c'était voilà, une décision prise aussi avec les médecins, puisqu'il était sur la fin de cette maladie. Et donc voilà, là, c'était vraiment un cas très particulier. Et il m'a fait confiance, il m'a raconté plein de choses. Je suis restée très longtemps chez lui. Et puis, je suis rentrée chez moi. Et il fallait que ça sorte à ce moment-là. Parce que moi, j'avais aussi... comme on dit, j'avais engrangé tout ça. Et il fallait que je puisse le ressortir rapidement. Donc, j'ai écrit très vite plusieurs couplets pour sa fille, pour son fils, pour sa femme. Et le lendemain, je suis retournée le voir. Et je lui ai dit, voilà, j'ai écrit ces couplets-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, il a lâché une première fois. Il m'a dit, c'est exactement ce que je voudrais leur dire. Et donc là, j'étais rassurée parce que tu sais pas en fait si tu te plantes ou pas, je voulais pas être dans quelque chose non plus qui lui ressemblait pas, être trop dans l'émotion, et en même temps il fallait quand même l'être parce que moi je pouvais pas faire autrement. C'était tellement émouvant ce qu'il me racontait que de toute façon je pouvais pas faire autrement. Et je lui ai dit maintenant je vais essayer d'aller voir les enfants. Je vais passer du temps avec l'un et l'autre et puis on va essayer de répondre. Il m'a dit, je sais pas s'ils vont accepter. Et finalement, ils ont accepté. Je partais marcher dans Paris avec leur garçon pendant un petit bout de temps. Et on a beaucoup parlé. Et puis, je lui ai dit, voilà ce que ton papa aimerait te dire. Qu'est-ce que tu aimerais lui répondre ? Et donc, tu lui as fait écouter le morceau ? Je lui ai lu, en fait, le texte. J'ai fait pareil avec sa petite fille de 8 ans. Avec une autre manière d'aborder les choses, mais c'est vrai que le fait de le faire très souvent à l'école, je pense, m'a aidée aussi. Puis je pense que j'ai quand même gardé un rapport à mon enfance, à moi, très, très, encore très présent. Je me rappelle beaucoup de mon enfance et je pense que je suis encore une petite fille sur plein de choses. Donc du coup, j'aime parler avec les enfants, en fait. C'est quelque chose... ça me paraît naturel de parler avec eux. Je les trouve beaucoup moins compliqués que nous. Et donc voilà, j'ai parlé avec elle aussi pendant un bon moment. Et puis après, je suis retournée chez moi. J'ai écrit avec tout ça les réponses. Et puis quelques jours après, parce qu'en fait là, on n'avait pas beaucoup de temps. Quelques jours après, on est allé chanter la chanson dans la chambre de ce monsieur, dans leur appartement, avec du coup son épouse et les 2 enfants et les 2 musiciens qui m'accompagnent. Ah, c'était une chanson en direct. Ouais, et là et lui il a découvert les réponses de ses enfants à ce moment-là. Et tout le monde a découvert la chanson, en fait. Tout le monde savait, enfin les enfants savaient ce que leur père voulait leur dire. Lui ne savait pas ce qu'ils allaient répondre. Et voilà, et ça a été aussi un moment complètement
presque inexplicable, tellement j'ai vu la famille se recoller, en fait. En tout cas, je les ai vus se reconnecter, et c'est vrai que souvent son épouse dit que la maladie avait éclaté la famille en morceaux, et que la chanson les a aidés à se reconnecter, quoi. Et suite à ça, on a organisé 2 jours après une espèce de fête dans leur salon à côté, et on a fait venir plein de gens, dont en fait c'est une famille qui faisait beaucoup de capoeira, donc on a fait venir tout un groupe de capoeira, enfin leur groupe de capoeira, qui font partie vraiment de leur famille, et on a chanté la chanson avec eux, et on les a emmenés après en studio. Ils sont venus, donc ils sont sur la chanson aussi, tout ce groupe de capoeiristes. Et voilà, et là aussi ce qui a été fou dans cette rencontre-là, c'est que après on a emmené les enfants en studio d'enregistrement, et ils sont venus chanter les parties que j'avais écrites pour eux, en réponse à leur papa qui n'avait pas pu la chanter puisqu'il est décédé avant qu'on entre en studio. Mais donc j'ai chanté pour lui, mais c'est les enfants qui ont chanté avec moi. On écoute la petite fille chanter pour son père. Ok. Ma Lucie, ma Luciole, quand tu seras une grande personne, que t'auras dépassé ta mère, que tu sauras presque tout faire toute seule, qu'auras-tu gardé de moi, qu'auras-tu gardé de moi? Papa, 8 ans, c'est beaucoup, c'est la durée de vie d'un loup. Tu sais, je suis déjà grande, d'ailleurs j'ai rangé ma chambre partout. De toi je garderai tout, de toi je garderai tout. C'est une chanson qui a été jouée aussi à ses obsèques? Parce que souvent la musique est jouée aux obsèques, c'est oui, ça? alors celle-là, on n'a pas pu la chanter aux obsèques parce que j'étais justement partie travailler en Franche-Comté. Mais ils avaient la chanson enregistrée de manière sommaire à l'iPhone, et ils ont pu l'utiliser, je crois qu'ils l'ont passée. Mais finalement, comme on avait fait cette petite cérémonie d'adieu en présence de tous leurs amis, et qu'on avait chanté la chanson à ce moment-là, c'était une manière aussi de le faire avant. Et ça, je me suis aussi dit à ce moment-là, bien entendu, que c'était pour ça que j'avais monté ce projet, pour vivre des moments comme ça, pour pouvoir faire vivre aussi ces moments-là, bien entendu. Mais je me suis dit, il faudrait qu'on puisse dire au revoir aux gens de son vivant. Il faudrait vraiment être là pour son enterrement, en fait. Enfin, je veux dire... Ça se fait pas mal aux États-Unis. Enfin, ça se développe aux États-Unis, l'organisation de son enterrement de son vivant, en fait. Ah ouais? Ouais, pour se dire au revoir, pour vivre ce type de moment que tu as organisé, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est... Après, je pense qu'on peut pas le faire tout le temps, hein, mais là, en tout cas, ça a pu se faire. Et tu as aussi accompagné une femme de ton âge aussi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, accompagner quelqu'un de son âge, c'est perturbant. On se projette forcément dans son histoire. Il y a une autre femme, Virginie, que tu as accompagnée. Oui. Virginie, je l'ai rencontrée l'année dernière à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Et là, c'est pareil, ça a été aussi une rencontre très, très forte. Je suis arrivée dans sa chambre, elle m'a regardée avec ses grands yeux, et puis elle m'a dit c'est pour ça que je suis encore là, c'est parce que je vous attendais, en gros, quoi. Elle avait très envie de... Elle savait que t'allais arriver. Le médecin lui avait dit, en fait, que j'étais dans le service, et elle avait commencé déjà à écrire des lettres pour ses filles. Elle avait deux ados, enfin même pas des ados, des jeunes filles de 20 ans et des brouettes. Et elle avait préparé des petites boîtes, elle était en train de préparer des petites boîtes avec des lettres pour chacune de ses filles, des pierres, enfin plein de petits... plein de petits gris-gris, en fait, des boîtes à gris-gris pour chacune d'entre elles. Et donc la chanson était vraiment arrivait vraiment comme, enfin c'était logique pour elle, c'était logique, il fallait que c'est normal qu'on se rencontre. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit mais en fait je veux pas dire au revoir aux gens, je voudrais qu'on trouve un autre
moyen de dire les choses. Et moi, je sortais d'une formation justement de praticienne narrative où j'avais appris la notion de dire bonjour à nouveau, qui est très rassurante. C'est l'idée de dire qu'une fois qu'on a dit au revoir aux gens, on peut dire bonjour à la relation qui, elle, ne meurt jamais, et aux souvenirs et tout ça, et que tant qu'on continue de parler de la personne, bien entendu, la relation continue, la relation ne meurt pas. Et de dire bonjour à nouveau à la personne à travers le souvenir, ça dure toujours. Et donc, je lui explique ce truc-là, puis elle me dit, mais c'est exactement ça, je veux dire bonjour à nouveau aux gens. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a écrit une chanson où on dit bonjour à nouveau. Et elle a donné dans les couplets, en fait, elle voulait que la chanson est très longue parce qu'elle voulait s'adresser à tous les gens qu'elle aimait, ses amis, sa famille, ses enfants, et donner des petits points de rendez-vous à chaque personne dans chaque couplet, en disant, ben voilà, quand vous passerez là, vous pensez, voilà, je vous dirai bonjour à nouveau. Et c'est rigolo parce qu'on a gardé un groupe WhatsApp avec toute sa famille et ses amis parce qu'ils sont venus enregistrer en studio avec nous après. Et souvent, quand l'un ou l'autre passe à un endroit dont on parle dans la chanson, il y a un petit bonjour à nouveau sur le groupe. Et c'est vraiment très mignon de garder le lien de cette manière-là. Et voilà, et quand ils sont venus chanter aussi, ça a été un moment très fort où ils sont tous venus, on était plein dans le studio, et en chantant ce refrain, et le jour où on l'a chanté dans le salon des familles, c'est aussi super, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le salon. Le jour des obsèques ? Non, le jour de mon départ, en fait, le vendredi. Ah, le fameux dernier jour où vous jouez les morceaux. Fameux dernier jour, donc soit on chante dans la chambre, mais là, Virginie, elle voulait quelque chose de plus grand, donc elle m'a dit, mais moi, je veux un concert. D'ailleurs, on a même fait des badges Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Génial. Et qu'on a distribué à tout le monde, et tout le monde avait un petit pins bonjour à nouveau à l'enterrement aussi. Et quand on a chanté la chanson avec toute sa famille, ses amis, etc., au fur et à mesure, les gens ne connaissaient pas la chanson puisqu'on leur a chanté à ce moment-là, mais au fur et à mesure des refrains, on était de plus en plus à chanter le refrain, et tout le monde se mettait à chanter le refrain. Il y avait vraiment quelque chose de fédérateur et de consolateur. Et son père, à la fin de la chanson, qui du coup perdait pas mal la tête, je ne sais plus s'il avait la maladie d'Alzheimer, ou en tout cas il avait quelque chose dans ce goût-là, à la fin en fait est revenu complètement à la réalité, et a dit à sa fille, merci de nous laisser te laisser partir. Et cette chanson nous aide à accepter que tu t'en ailles. Et ça, c'était... c'est la plus belle réponse à « Je me fais la belle ». On peut l'écouter, ce bonjour à nouveau. Ok. Au lieu de se dire au revoir, dites-moi bonjour à nouveau. Je me planque dans vos mémoires bien au chaud. C'est simple comme bonjour, bonjour, bonjour à nouveau. Simple comme bonjour, bonjour, bonjour à nouveau. Je dis oui, oui à tout. Je veux croire à nos rendez-vous, sur les points des coccinelles, sous les ponts des arcs-en-ciel, dans vos larmes, dans vos joies, dans vos comment, vos pourquoi, dans l'amour de toute une vie, dans la première étoile qui brille. Dites-moi bonjour, bonjour, bonjour à nouveau. Dites-moi bonjour. Magnifique, hein. Et je trouve voilà, je pense que c'est quelque chose qui va me rester. Tu vois, justement, ce fameux lien qui ne meurt jamais dans la séparation suite à un décès, quoi. De dire, bah non, en fait, tu vois, c'est quelque chose que je trouve qui est consolateur, rien que ce mot de dire, vous lui dites peut-être pas au revoir, et vous arriverez un jour à lui dire bonjour à nouveau. Voilà, c'est ça. En fait, on peut dire au revoir, mais après, puisqu'on a besoin de... C'est la création du lien intérieur. Voilà. C'est pas le bonjour, c'est bonjour à nouveau. Donc, il faut forcément qu'il y ait un au revoir avant. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai découvert ça dans cette formation, il y a un livre qui s'appelle « Dire bonjour à nouveau ». Et j'ai eu une révélation.
qui m'a, comme une espèce un gros plaid là, réconfortant, parce qu'en fait, quand t'es pas rassuré par une croyance ou par... parce que la religion, du coup, a ce rôle-là, mais quand toi, t'es pas dans ce rapport-là, en fait, il y a peu de choses qui t'aident à te... Enfin, qui te rassurent, qui te consolent. Et en fait, je trouve que ce terme-là, ce bonjour à nouveau, cette autorisation à continuer la relation, elle est extrêmement importante, quoi. Merci en tout cas pour ce partage. Merci à toi. Il y a un petit rituel pour terminer. Nous, chez Happy End, tu sais qu'on essaye aussi d'encourager le dialogue autour de la mort, et on a édité un jeu avec 2 minutes de bonheur, qui est un éditeur de jeux de conversation. Oui, il a l'air génial, ce 2 jeu. minutes pour une Happy End. Tu vas repartir avec. Et du coup, je te propose de tirer une carte et de répondre à une de ces questions. Au hasard, alors. Au hasard. Oh là là. Et si je me réincarnais, je serais... Alors, c'est dur, ça. Je dis toujours que j'aimerais bien être compostée. J'aimerais bien être, en tout cas, avoir dans le jardin. Sur la terramation. Oui, être dans le jardin de mes enfants et être une fleur ou une courgette et qu'ils puissent me manger. Donc, je sais pas, peut-être une courgette. Merci Marie. De rien, merci à toi. Et alors pour retrouver écouter certaines de tes chansons, oui. Alors pas toutes parce que certaines n'ont jamais été encore écoutées publiquement, mais en tout cas certaines de tes chansons, et puis surtout d'en savoir plus sur ton projet, potentiellement de le soutenir aussi à travers des dons. Le site c'est jemefaitslabelle.fr. Oui. Voilà, pour suivre la suite de tes aventures. Voilà, tout à fait. Oui, parce que c'est un projet qui est gratuit, qu'on offre vraiment aux gens. Voilà, donc besoin de soutien, besoin de mécènes et d'autres hôpitaux pour justement que tu puisses permettre ce genre d'aventure humaine très forte au seuil de la mort dans d'autres hôpitaux. Et voilà, et ce que j'aimerais dans le futur, c'est pouvoir créer un métier quelque part. Je ne sais pas encore comment ça va s'appeler. Le biographe hospitalier. Voilà, chanteuse... je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler, je suis en train d'y réfléchir, mais j'aimerais pouvoir essaimer ce nouveau métier. Il le faut, on va tout faire pour. Merci Marie. Merci Sarah.